toutes et à tous et bonne année. On espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Bienvenue dans Agiliste, le podcast francophone de l'agilité, où une fois par mois, on vous partage nos conversations et réflexions autour des méthodes techniques et outils. Je suis Julien Déret et comme toujours, accompagné de Pierre Ferré-Ferrand. Comment ça va Pierre en cette nouvelle année ? Ça va super bien, merci beaucoup Julien. Bonne année à toi, bonne année à tout le monde. Plein de bons vœux, la santé surtout, c'est de bon augure je pense pour cette année encore. Et ça va super, merci bien. Top. Voilà, moi je suis du coup pas en test de setup nomade, mais effectivement en utilisation de setup nomade. Voilà, je vais faire une petite description audio, mais ça ressemble un peu comme si tu étais dans un Tipeee en fait pour faire le podcast. Donc c'est... Voilà, c'est ça, oui, je suis dans une immense pièce sous une couette pour essayer d'avoir un son un peu correct, avec tout qui manque de tomber d'une chaise, d'une table à tout moment, mais avec un peu de chance, ça va tenir le temps qu'il faudra. Je suis sûr que ce ne sera pas le pire setup. Donc au programme, les bonnes résolutions, on va parler des méthodes agiles dans le quotidien. C'est toujours évidemment le petit marronnier, voilà, comment l'amélioration du quotidien, comment devenir plus efficace, comment atteindre ses objectifs en cette année. On va essayer d'utiliser les méthodes agiles, pas seulement au boulot, mais aussi dans la vie de tous les jours. On parlera évidemment de nos problématiques actuelles et des outils de l'épisode. Je me suis un petit peu spoilé en regardant les notes, Pierre, je suis très pressé que tu nous en parles. Mais pour commencer, on va s'intéresser au principe agile du mois de janvier. On en est au 7e principe agile. Donc pour rappel, chaque mois on évoque un des principes du manifeste agile de façon à s'interroger sur l'application qu'on en fait ou pas. Le principe d'aujourd'hui, c'est le suivant: un logiciel opérationnel est la principale mesure d'avancement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ça ? Alors, celui-là, c'est un des principes que j'aime bien parce qu'il est relativement simple et il est, pour le coup, assez clair. Moi, la définition que j'en tire, un logiciel opérationnel est la principale mesure d'avancement. Il y a un premier principe qui est très simple, c'est de dire, tant que le logiciel est opérationnel, on peut continuer à charger la mule d'une certaine façon, c'est-à-dire tant que ça marche, on continue. Ce qui à l'inverse du coup est vrai aussi, c'est-à-dire quand ça fonctionne plus, ce qu'il suffit de faire en théorie, c'est de s'arrêter, fixer le problème et recommencer à avancer. Donc sur ce principe-là, je l'aime beaucoup parce que, enfin moi je le vois très noir et blanc, c'est-à-dire tant que ça marche, on continue, si ça marche plus, on s'arrête, on fixe et on recommence. Donc c'est une approche assez simple, mais je sais pas si tu as une autre lecture de ce principe-là. Ouais, bah, j'ai un petit peu du mal justement avec ce principe-là. Il est à la fois très simple et en même temps pas si évident que ça. Moi, j'y vois un peu deux lectures pas diamétralement opposées, mais je sais pas. Il y a une mesure, une lecture qui est un peu conservatrice. Moi, je le lis un peu. Voilà, il faut toujours que ça marche. Donc, on fait des petits pas. Si je le relis, un logiciel opérationnel est la principale mesure d'avancement. Ouais, je vois ça un peu comme, tu vois, c'est le dictat, quoi. Il faut toujours que ça marche. Donc ça te pousse à y aller par petits pas plutôt que d'essayer de tout casser, au moins en y allant doucement et incrémentalement. Même si tu te plantes pas beaucoup. Et après il y a un peu la vision produit, sinon une autre lecture que je vois qui est un peu, voilà, il faut toujours déployer un incrément qui apporte de la valeur pour l'utilisateur. Et du coup tu te dis opérationnel, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Est-ce que c'est opérationnel pour l'utilisateur? Est-ce que c'est opérationnel d'un point de vue technique? Parfois ça peut ne pas être la même chose, quoi. Tu peux sortir une feature qui casse complètement l'expérience. Donc voilà, je suis un peu mi-figue, mi-raisin sur celui-là. Évidemment, il a du sens quand tu le lis comme ça, mais en fait, quand tu grattes un peu, bah, j'ai du mal à y trouver un sens concret, ou alors il est trop concret, je sais pas. En fait, moi j'en tire de ce principe-là, c'est qu'en fait ça paraît tellement trivial quand tu utilises des méthodes agiles que c'est difficile en fait de faire une grosse lecture de ce principe-là, puisque pour moi c'est
on va dire c'est un peu la pierre angulaire qui fait que justement l'agile fonctionne. À la différence d'avant, on avait des gros cycles en V ou du waterfall, où justement on savait si le logiciel était opérationnel que à la toute fin au final, parce que pendant tout le développement, on espère que ça a fonctionné puisqu'on devrait avoir 1 million de documentation et tests pour que tout fonctionne. Mais in fine, et si au bout de 6 mois de projet, les tests ont mal été écrits ou le code est vraiment foireux, tu te retrouves avec que dalle. Alors que justement, par la méthode agile, qui est justement de dire la principale mesure d'avancement est le logiciel opérationnel, tu peux pas vraiment te planter, ou du moins si tu te plantes comme tu disais, c'est une petite rectification de quelques jours ou quelques heures, quelques jours et peut-être 1 ou 2 semaines, mais c'est pas des mois de perdu ou un projet complet à foutre à la poubelle comme malheureusement c'était le cas avant l'utilisation des méthodes agiles. Donc pour moi, il est juste très très logique, et c'est même, je trouve, un des principes qui, je pense, est le plus simple et reflète le mieux les méthodologies agiles, ou pour le coup, les principes agiles. Ouais, exactement. Je trouve que t'as bien fait un résumé de ma pensée. Peut-être qu'il est tellement simple et concret et évident qu'il finalement il n'y a pas besoin de le surinterpréter, quoi. C'est juste la base, quoi. C'est ça. La seule petite note que je rajouterais, c'est d'insister sur et la principale mesure et pas la seule. C'est le petit point que je mettrai en avant, parce que justement ça reste la mesure principale, puisque si le logiciel n'est plus opérationnel, dans ces cas-là, on peut plus en faire grand-chose. Mais c'est pas évidemment la seule mesure, puisque ça peut être bien d'avoir un logiciel opérationnel. Maintenant, si le logiciel en lui-même c'est de la merde, personne va l'utiliser. Donc c'est pour ça que j'aime bien le n'est pas et la principale mesure, mais n'est évidemment pas la seule. Donc c'est une nuance importante, effectivement. Cool. Bon, écoute, on a fait le tour, on va pouvoir avancer sur le sujet principal, les méthodes agiles dans le quotidien. Écoute, je te propose de commencer. Ça peut être interprété dans tous les sens. Je vais commencer. Donc j'ai sûrement déjà parlé, peut-être même à de multiples occurrences, du bullet journal dans ce podcast. Mais du coup, pour moi, ça fait toujours un petit peu écho à ça. Donc, on se pose la question de comment utiliser les méthodes agiles dans le quotidien. En fait, moi, dans mon aventure d'organisation personnelle, j'ai commencé à m'intéresser à des choses comme GTD, Getting Things Done, qui est une sorte de système d'organisation personnelle qui est finalement, avec du recul, vachement basé sur Kanban. C'est vraiment un système de flux, plutôt que d'avoir des to-do list très bêtes et méchantes et très, très finies. En fait, on a plutôt un flux infini de tâches, et on se débrouille pour les prendre une par une, en sachant pertinemment qu'on n'arrivera pas à la fin de la liste à la fin de la journée. Donc plutôt que de se dire il faut que je finisse toutes mes tâches, on s'organise pour en faire un maximum. Et du coup, j'ai commencé comme ça à itérer pas mal là-dessus pendant des années, et j'en suis arrivé au bullet journal, qui est pour moi le saint graal de l'organisation personnelle, qui est un savant mélange. C'est un petit peu du Kanban, mais en même temps ça autorise les dates, et en même temps il y a vraiment cet aspect de just in time. Ça me passionne, et ça me permet d'être relativement efficace. Après, chacun trouve sa méthode. Et je voulais parler du bullet journal. Si vous ne connaissez pas le bullet journal, lisez le bouquin ou lisez des articles dessus. Commencez simplement. C'est peut-être pas la peine de faire des jolies enluminures comme vous trouverez partout sur Pinterest. Juste papier, crayon, ça marche très très bien. Avec un iPad, c'est encore mieux. Mais voilà, et du coup, ce que j'aime et ce qui lie pas mal ça aux méthodes agiles, je trouve, c'est sur plusieurs aspects. En fait, déjà le bullet journal permet de faire du just in time. C'est-à-dire que, un peu comme ce qu'on a dans Kanban, je repensais à ça en préparant l'émission, les class of services, et notamment quand tu as une deadline, Kanban préconise de pas, si tu as quelque chose qui doit être délivré dans 1 mois, c'est pas la peine de le faire maintenant. Fais-le dans 2-3 semaines. Ouais. Mais finalement, quand tu penses au coût de délai d'une telle tâche, si tu le fais et que dans 3 semaines on te dit oh non, finalement c'est pas la peine, c'est bien, tu as perdu du temps, quoi. Après, évidemment, faut pas faire tout au dernier moment, mais ce que j'aime avec le bullet journal, c'est que quand tu as une tâche à faire, tu dis par exemple, moi je dois préparer des entretiens individuels
pour le mois de janvier, et je vais pas tous les préparer aujourd'hui, alors qu'il y en a, je vais devoir les faire dans 3 semaines. Je vais regarder dans mon bullet journal, je regarde où j'ai potentiellement de la place, et du coup ça permet, quand on arrive finalement d'avoir une quantité de travail, une charge de travail qui est relativement lissée un peu partout, plutôt que d'essayer de tout se mettre dans sa to-do list d'aujourd'hui et d'essayer de tout faire aujourd'hui. Mais en même temps, ça permet de se faire confiance à son soi du futur, quoi. C'est là. Et quand je le lis, je me dis, c'est bizarre que je dois faire ça aujourd'hui et pas un autre jour, mais en même temps, si je l'ai mis là, il y a sûrement une bonne raison, donc fais-toi confiance. Donc, se faire confiance à soi du passé et à soi du futur. Donc le just in time, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en Scrum et en Kanban. J'aime beaucoup l'idée aussi que dans le bullet journal, le calendrier se densifie à mesure qu'on se rapproche du temps. Quand je regarde mon calendrier dans 6 mois, il n'y a quasiment rien, alors que quand je regarde mon calendrier pour aujourd'hui ou ce que j'ai à faire demain, c'est hyper dense et c'est aussi hyper détaillé. Ça me rappelle un peu les backlogs Scrum finalement, où t'es vraiment sur des trucs hyper broad. Quand c'est pour plus tard, c'est juste une idée lancée comme ça, et plus ça devient concret, plus tu rentres dedans. Et voilà. Et finalement, il y a aussi cette question de flux, je trouve. Donc voilà, plein de trucs. Finalement, c'est une façon de penser les méthodes agiles un peu sous un autre prisme, un autre angle. Alors, c'est très intéressant. Et avant que j'explique mon point, donc faut noter une différence pour ceux qui nous connaissent pas personnellement, ce qui sera le cas de beaucoup de monde, j'imagine. Faut savoir que Julien est un acharné de travail et d'organisation. À ma grande différence, je vais pas dire que je suis un grand procrastinateur, mais j'en tire aucun mérite. Hein, mais voilà, je suis comme ça, très très dans la philosophie stoïcienne qui est d'épargner au corps et à la tête les mots, enfin au corps la douleur et à l'âme les mots. Donc je suis toujours dans l'idée de faire à la dernière minute si possible. Après, ça m'a jamais porté défaut, j'ai jamais été dans le mur à cause de ça, mais je sais que je suis très mauvais sur l'organisation à long terme. Par contre, je suis très bon dans la réactivité à court terme. Et donc c'est pour ça que ce genre de planification à plus d'1 mois à l'avance, pour moi, c'est peu concret. Alors j'ai des grandes choses de prévues, mais j'arrive pas à planifier aussi bien que toi, par exemple, Julien, là-dessus. Donc c'est pour ça que moi j'ai une approche qui est assez différente, c'est-à-dire qu'en fait j'ai une to-do. Alors j'ai testé Getting Things Done. J'espère y arriver un jour quand j'aurai réussi à me discipliner, à le faire un peu plus de manière un peu plus militaire, mais en tout cas moi la façon que je fais et qui marche relativement bien. En fait, j'ai simplement une to-do list, mais il y a un twist et je pense que c'est vraiment la chose qui fait que ça fonctionne plutôt bien pour moi, et j'invite les gens qui ont justement du mal à faire des tâches assez complexes et qui ont plutôt tendance à aller vers les tâches faciles en premier, de suivre cette logique-là. Donc en fait, c'est tout simplement faites une to-do avec les listes, une to-do classique avec juste les choses que vous avez à faire, et dedans donc évidemment la revisiter. Donc ça c'est un peu Getting Things Done qui dit en fait de la revisiter, parce que les priorités peuvent changer à travers le temps, si une tâche prend 2 minutes, de la faire tout de suite, ça sert à rien de planifier quand ça prend juste 2 minutes de le faire tout de suite. Donc tous ces principes-là, je les applique. Mais in fine, ce que je me retrouve en fait, c'est d'avoir une to-do list sur laquelle en fait je prends toujours des tâches par 3. Et le principe de les prendre par 3, alors je serais incapable de citer la source parce que ça fait des années que j'ai ce principe-là et je ne me rappelle même plus. C'est peut-être Corben qui avait écrit ça dans un de ses articles. C'est pas impossible que ce soit Corben pour le coup. Mais du coup en fait, il avait un principe très simple et j'ai trouvé ça intéressant, je l'ai appliqué. En fait, de prendre 3 tâches, de prendre 2 qui sont relativement faciles. Alors par facile, j'entends qu'ils sont soit rapides à faire ou soit un peu longues, mais c'est pas prise de tête à faire. Et en prendre une 3e qui est plus contraignante, que ce soit parce qu'elle est longue, genre très longue à faire, ou alors qu'elle est difficile, c'est-à-dire ça va un peu de douleur pour le cerveau à mettre en place. Et donc du coup, ce que je fais, c'est qu'en fait, je prends ces 3 tâches-là et je m'astreins de pouvoir reprendre des tâches après que quand j'ai fini les 3 tâches. C'est-à-dire, je peux pas juste éjecter les 2 premières qui sont les plus faciles et en prendre 2 autres faciles et laisser traîner celles qui me demanderaient plus d'efforts. Ça me force, en fait, à faire l'effort de prendre celle qui est plus complexe. Donc, c'est un petit twist de rien du tout, mais je vous jure que pour les personnes qui ont un peu de mal ou reluctantes à prendre des tâches qu'on aimerait bien faire, mais qui nous semblent un peu plus difficiles, le fait de s'astreindre, de les prendre par 3, au final, ça nous pousse parce que quand on fait les 2 premières, on se dit, c'est facile. Après, on se dit, allez, je fais la 3e maintenant et comme ça, c'est enquillé. Et on peut en reprendre d'autres, donc voilà. Ouais, ça crée une sorte d'inertie, tu veux dire ? Exactement, c'est le mot est bon, inertie, c'est exactement ça. C'est en fait comme tu as déjà fait les 2 et surtout en fait c'est de l'inertie, et c'est aussi c'est un peu le principe de Kanban avec les whips, sauf que là c'est pas une whip qu'on peut monter, c'est une whip où arriver à 3, on doit dépiler à 0 et ensuite remonter à 3. Donc c'est pas vraiment une whip, mais ça se rapproche dans l'idée de déjà bloquer pour pas avoir trop de tâches, et surtout c'est vraiment l'idée
d'y aller en batch, quoi. Au final, c'est un peu, je veux pas dire Scrum avec les sprints, mais c'est un peu l'idée. C'est en fait de prendre 3 tâches, de se forcer à les finir avant de faire autre chose. Donc, ouais, ça se tient pas mal. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu ce côté des espèces de des itérations finalement, quoi. Avec un petit backlog, tu peux même pousser le vice jusqu'à faire des batchs qui sont cohérents, avec des tâches qui sont cohérentes, où tu peux avoir une sorte de sprint goal. C'est quelque chose que je mets pas mal en application. Tant qu'on parle de ça, ça me vient de Deep Work, super bouquin, où justement il dit focalisez-vous quand même. Maintenant, justement, quand je prépare ma journée, je regarde non seulement ce que j'ai prévu à faire dans la journée, mais en plus j'essaie de bundler les trucs qui ont rapport entre eux dans les mêmes moments. Ça permet de se focaliser plus longtemps, même si c'est pas exactement la même tâche, ou que c'est pas dès que c'est un petit peu relié. C'est toujours intéressant parce que finalement c'est là que ton cerveau il va créer des connexions entre les différentes choses qu'on n'aurait peut-être pas forcément vues autrement. Et ça, se focaliser sur des choses dans le même domaine, c'est toujours intéressant. Après, c'est s'il y a des tâches reliées, parce que pour le coup, par exemple, les 3 dernières que j'ai prises, c'était... j'avais un truc à acheter sur Amazon, je devais réserver un restaurant, et la 3e, c'était de m'inscrire à la liste électorale consulaire de Londres. Et donc, je vous laisse imaginer laquelle était la complexe. Et celle qui j'étais un peu pas très motivé à la faire. Alors du coup, tu disais que tu avais du mal à te donner des objectifs à long terme et à les suivre. Et justement, je trouve une des choses que j'ai tendance à faire et que je tire un petit peu des méthodes agiles aussi, je pense, c'est de se focaliser sur un objectif à la fois, un peu comme les sprints en Scrum, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Ça permet quand même d'éviter de faire du multitâche, mais on peut penser ça à court terme, mais en fait moi j'ai tendance à penser ça même à long terme, pour partager un peu ma life, mon année 2022. Globalement j'ai un livre que je suis en train de terminer et qui me prend pas mal de temps, et à côté de ça pour la fin de l'année je prépare une sorte d'ultra trail, mais du coup j'ai envie de tout commencer en même temps, et à côté j'ai plein d'autres trucs. J'aimerais bien monter un groupe de musique, j'ai plein d'autres trucs à faire, et j'ai envie de tout commencer en même temps, je te le jure, mais je me force à me dire ok, d'abord tu te donnes jusqu'à juin pour finir le bouquin, ensuite tu finis l'entraînement pour le trail et tu le fais, et ensuite seulement tu pourras avancer sur tel ou tel truc. Donc vraiment pour l'espèce de grands projets de vie comme ça à des échelles de 6 mois, 1 an, je m'impose une WIP de 1,5, mais pas plus, quoi. Et je me suis rendu compte que déjà si je fais, comme je me donne des tâches quasiment quotidiennes sur mes sujets comme ça, sur mes projets à long terme, si j'en ai plusieurs à la fois, c'est-à-dire qu'après le boulot je me retrouve à faire 2, 3, 4 trucs différents, et au bout d'un moment ça tient pas dans la durée en fait. C'est difficile de créer une habitude. Encore une fois, je vais citer Deep Work, mais dans le bouquin, il explique que chaque personne a une quantité de volonté quotidienne qui est limitée. Et en fait, il y a une façon de limiter, de rendre les tâches moins coûteuses en volonté, c'est de les rentrer dans ses habitudes. Donc si tu as l'habitude de faire, je sais pas, 10 pompes tous les matins, si c'est une habitude et que tu y réfléchis même plus, ça te coûte pas de points de volonté, ou pas trop, que si tu dois le faire une fois. Mais bon, ça a une limite quand même. Donc si tous les jours tu as trop de trucs à faire, même après le boulot, déjà le boulot peut te coûter des points de volonté selon plein de critères, et si en plus le soir tu as plein de trucs à faire et que tu n'as même plus de temps pour te reposer, pour recharger justement cette barre de volonté, tu t'en sers pas. D'où l'importance de se focaliser sur les gros objectifs comme ça. Donc je sais pas, finalement moi ça me fait penser pas mal à Scrum. Finalement tu peux voir ta vie comme un projet Scrum. Finalement c'est juste que c'est des sprints qui sont à beaucoup plus long terme. Et, non, je partage ta vision, c'est un peu ça, mais et le bullet journal aide pas mal à garder une trace de tout ça et à tout organiser correctement.
on a peut-être déjà dit, mais on a cité GTD plusieurs fois. Les cascodeurs, il y a quelques années, ont fait un épisode interview très très bien sur GTD. C'est ça qui m'a donné envie de l'essayer. Et bon, finalement, je me suis rendu compte que le bullet journal, c'était une espèce de GTD amélioré qui m'allait mieux. Mais ça doit être, c'est pas tout jeune, ça devait être en 2016, quelque chose comme ça, si vous voulez aller fouiller les archives. Et peut-être même, si on est gentil, on vous mettra le lien dans les notes. Alors, les problématiques actuelles maintenant, déjà en espérant que ça vous aide à atteindre vos objectifs et à pas laisser tomber vos bonnes résolutions. Voilà. N'hésitez pas à être agile et allez-y doucement et one by one. Baby steps. Baby steps, exactement. Donc, problématique actuelle. Alors, parle-nous de tes malheurs, Pierre. Alors, j'en ai noté une pour aujourd'hui et je pense qu'elle se suffit elle-même tellement elle est intéressante. Enfin, intéressante. Ça va être difficile d'être exhaustif en moins de 20 minutes. Donc la problématique actuelle que j'ai au travail, c'est une réflexion donc, sur le passage sur Kanban. Donc on a opéré avec Scrum depuis maintenant plus d'un an, mais avant c'était plus chaotique. Enfin, ça a été quand j'ai rejoint l'entreprise au début et voilà, on avait une seule équipe, elle était toute petite, donc on n'opérait même pas. Enfin, on avait quelques principes de Scrum, mais c'était pas très très fixé. Ensuite, on l'a vraiment fait sur l'année 2021 qui s'est écoulée et là, à la fin de l'année, on a commencé à émettre l'hypothèse de passer sur Kanban. Donc c'est quelque chose qu'on discute actuellement. Et j'ai trouvé intéressant de ramener cette problématique-là parce que du coup, les questions se posent et j'imagine qu'on n'est pas les seuls à se les poser, c'est normal. Donc les questions étant pourquoi, quel avantage, quel inconvénient et comment. C'est les 4 grandes questions. Donc du coup le pourquoi, parce que c'est vrai qu'on est déjà sur Scrum, c'est pas comme si on adoptait une méthode agile, c'est-à-dire on passe d'une méthode agile à l'autre. Le pourquoi, c'est parce qu'en fait aujourd'hui on commence à avoir plus d'équipes produits, enfin du moins de PM de disponibles que d'équipes Scrum qu'on a. Donc là par exemple on part actuellement sur je crois 5 product managers pour seulement 2 équipes Scrum. Donc forcément ça va être compliqué d'avoir assez d'équipes qui peuvent absorber le travail d'autant de streams de la part du produit. Donc du coup le pourquoi, c'est-à-dire que pour nous ce sera plus facile de pouvoir supporter peut-être donc avec 2 équipes sous Kanban, c'est plus facile d'absorber par exemple mettons une 3e équipe produit. Ça veut dire que par exemple on dit voilà on fait une tâche, enfin une story, un coup pour notre équipe, un coup pour l'autre équipe et on peut alterner ou dire voilà 3 stories pour une équipe, 3 stories pour l'autre et alterner comme ça pour pouvoir délivrer pour les 2 équipes au fur et à mesure. Ce qui est je pense un des plus gros avantages. Alors évidemment, dans les autres avantages, il y a le time to market qui est effectivement réduit, puisque avec Kanban, l'idée étant de faire du continuous deployment. Les autres avantages étant aussi donc du coup donc celui que je viens d'expliquer, de pouvoir absorber de pouvoir en tant qu'équipe ingénieur supporter plusieurs équipes produits ou plusieurs product owners ou PM, donc product manager. Autre avantage aussi, donc on a une meilleure visibilité donc au niveau des estimations. Donc on connaît Scrum avec ce que j'appelle le finger in the air, donc le doigt en l'air pour savoir dans quel sens va le vent et sortir des story points qui sont voilà. Et il y a pas de fondamental, enfin il y a pas de science ou de calcul derrière les story points. C'est vraiment de ce qu'on ressent dans nos tripes de ça va être compliqué, ça va être facile. Avec Kanban évidemment tout ça disparaît avec les métriques qui existent, donc que ce soit le cycle time, lead time, il y en a pléthore. Et pour le coup, on peut arriver à du no estimate, qui est en fait que pour un type de carte, de tâche à une tâche donnée, en fonction de la class of service, on peut déjà avoir une estimation de combien de temps approximativement ça peut prendre. Et même en mettant, on va dire, juste des tailles SML par exemple, ça peut aussi permettre de raffiner un tout petit peu plus les métriques et d'arriver à un système où en fait on peut savoir à l'avance quelle taille va prendre le travail sans même avoir besoin de l'estimer. Donc beaucoup de bénéfices. Au niveau des inconvénients, je vais lister rapidement, après Julien, je te laisserai me donner ton avis dessus, mais au niveau des principaux inconvénients, donc avec Kanban, donc la maturité d'équipe, c'est une qui est mise en avant souvent, donc c'est très facile de faire du Kanban. Je trouve que c'est beaucoup plus difficile de faire du bon Kanban. Par contre, je trouve que c'est facile de faire du mauvais Scrum, mais c'est aussi très facile de faire du bon Scrum. Et donc c'est la plus gros point que j'ai mis en avant, c'est-à-dire que, et on le rappelle encore une fois, mais Scrum est un framework, c'est-à-dire que Scrum a
a un Scrum Guide qui indique la manière dont on doit travailler. C'est pas dont on devrait, c'est dont on doit. C'est-à-dire, il y a un nombre de règles à respecter pour dire que effectivement on fait du Scrum. Maintenant, Kanban n'est pas un framework, c'est une méthodologie. Et donc, à la différence de Scrum, où Scrum dira il faut faire, Kanban dira c'est bien de faire. Et c'est la grosse différence entre les deux et l'inconvénient d'avoir une équipe qui est mature, puisque là où Scrum donne des guidelines vraiment très précises, Kanban n'en donne pas. C'est-à-dire Kanban, c'est que des recommandations et des best practices, mais il n'y a pas vraiment enfin, évidemment, on peut ouvrir des guides et savoir qu'on dit fais ci, fais ça, mais in fine, on a beaucoup plus de liberté que Scrum n'autorise pas, puisque c'est un framework. Donc c'est pour moi le principal inconvénient, et d'ailleurs un des seuls que j'arrive vraiment à lister comme inconvénient, puisque les autres je les considère plus comme des trade-offs, c'est-à-dire que pour un problème donné, là où Kanban va en résoudre un, Scrum va amener un autre problème. Mais pour le coup, là, la maturité, je peux pas m'empêcher de dire que c'est le plus gros inconvénient de Kanban. Il faut des équipes matures pour faire du bon Kanban, et quand je parle du bon Kanban, c'est-à-dire un Kanban qui augmente évidemment la productivité des équipes. Et le comment, et ça c'est la partie intéressante. Donc le changement de Scrum à Kanban n'est pas énorme, puisque par exemple on reste sur des stories, donc au niveau de comment le travail est effectué, ça reste relativement pareil. Par contre, c'est au niveau du séquençage de quand est-ce qu'on prend le travail et quand est-ce qu'il est effectué, là il y a une différence. Et au niveau des outils, c'est la partie qu'il me reste à explorer. Donc évidemment Kanbanize ressort comme étant un des meilleur candidat, mais il y en a aussi d'autres que j'explorerai, et d'ici le mois prochain, si on a choisi autre chose que Kanbanize, je le proposerai en outil de l'épisode pour en discuter un petit peu plus. Oh waouh, ça me rappelle plein de bons souvenirs, ça, le passage de Scrum à Kanban, et ça me ah, j'ai pris plein de notes. Déjà je me dis, mais alors attends, déjà, pourquoi il y a autant d'équipes produits ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors en fait ça c'est au niveau du je veux pas rentrer dans les spécificités, mais on a eu en fait c'est purement au niveau du recrutement où en fait on manquait de PM, donc on a augmenté les PM, et comme on en a trouvé beaucoup qui étaient bons, on les a pris puisque on est vraiment en hyper grosse au niveau de l'entreprise. J'ai pas spécifié, mais on peut se permettre d'avoir 5 PM sans encore avoir les équipes, et ils ont été embauchés mais ne travaillent pas encore. Donc c'est aussi à prendre en compte. Donc pour l'instant on a 3 PM effectivement, mais en tout cas avant que le 5e arrive, on n'aura toujours pas les équipes de prêt, c'est sûr. Ça, c'est puisque l'engineering n'a pas augmenté aussi rapidement. Donc c'est pour ça. Ouais, mais vous attendez à scale up l'ingénierie de la même magnitude. Massivement. Q1, Q2 de 2022, ouais. Cool. Parce que du coup, j'étais en train de me dire, mais attends, enfin, le problème, c'est qu'on a trop d'équipes produits et pas assez d'ingénieurs, enfin changer de framework, ça va pas forcément changer le problème. Ça augmentera pas plus, ça augmentera pas la vélocité de l'équipe, quoi. C'est ça. Et, donc, ce que aussi, tu peux te dire, si le problème ça avait été ça, tu peux aussi te dire finalement, est-ce que plus de PMs, ça veut dire plus de quantité de user story? Est-ce qu'on peut pas juste transformer ça au moins sur le court terme en plus de qualité de user story, et auquel cas finalement tu peux augmenter la vélocité de l'équipe d'ingénierie en leur mâchant un peu plus de travail et en étant sûr et certain qu'ils ont le truc spécifié au poil, etc. Alors ça pour le coup c'est définitivement ce qui va se passer dans je pense le mois de février et potentiellement aussi le mois de mars. Ouais. Cool. Et du coup, c'était une conversation qu'on a déjà eue dans ce podcast, mais c'est le niveau de maturité requis pour Scrum versus pour Kanban, c'est assez intéressant. Moi, j'ai un petit peu on a peut-être déjà eu ce débat, comme je disais, mais moi, j'ai un peu l'avis inverse. C'est-à-dire que je trouve que Scrum, en fait, comme tu disais, c'est très opinionated, quoi. Il y a une façon de faire, et si tu fais pas comme ça marchera pas. Enfin, il y a de grandes chances que ça fonctionne pas. Mais quand même, je trouve qu'on est toujours tenté de pas faire comme c'est marqué. Et je trouve justement que ça demande une équipe avec une grande maturité pour accepter de faire Scrum by the book, tu vois. Et j'ai l'impression qu'une équipe qui est pas mature, qui comprend pas pourquoi les choses doivent être faites comme ça, va plus avoir tendance à dévier un peu du chemin, et du coup va avoir
l'impression de faire les choses bien parce que c'est agile, parce que c'est Scrum, et finalement va aller dans le mur ou va être en tout cas sous-optimal sans même s'en rendre compte. Et j'ai l'impression que je me trompe peut-être, hein, mais j'ai l'impression que si les principes de Kanban sont un peu plus simples, et du coup il suffit juste d'avoir juste 2-3 principes et de les mettre en application pour déjà débloquer. Après, ouais, tu pourrais contre-argumenter en disant ouais, respecter les whip limits dans Kanban, ça demande quand même beaucoup de maturité parce que c'est pareil, c'est contre-intuitif, etc. Exactement, c'est ça. Et pour le coup, si on te demande pourquoi, tu dis parce que c'est une bonne practice ici, on te dit ouais, enfin moi je crois pas, c'est pas ma best practice, alors que, et c'est là où je reviens au Scrum Guide, qui est un framework du coup, c'est-à-dire que si tu dis non, le sprint rétro, pourquoi, le Scrum Guide t'explique exactement pourquoi tu as intérêt à faire une rétro dans ton sprint. Ouais, mais tu vois, pour Scrum, t'es obligé d'avoir un Scrum Master, quoi. Sinon, les gens, ils font n'importe quoi. En Kanban, il n'y a pas un Kanban Master. En Kanban, t'as les données, les chiffres. Paf, paf, paf. mais d'où pourquoi je dis que pour moi, il faut une plus grande maturité avec Kanban, d'où le fait, comme tu dis, qu'il n'y a pas de Scrum Master. Donc, c'est-à-dire... à personne pour te taper sur les doigts. Donc, je pense aussi personnellement que c'est un peu plus facile de changer les ingénieurs quand on travaille avec Kanban qu'avec Scrum, parce que de ce que j'ai vu plus tôt, c'est que quand il y a Scrum, j'ai l'impression qu'il y a une plus forte rétention d'informations dans une équipe, puisque souvent les équipes Scrum sont affectées à un flow ou une chose en particulier, alors que les équipes Kanban sont, j'ai trouvé par nature, plus généralistes. Et donc aussi, après, on verra dans le futur, mais je pense que c'est plus facile de faire pivoter des ingénieurs dans des équipes Kanban que dans des équipes Scrum où il y a peut-être plus de savoir interne à l'équipe qui, pour moi, a plus de chances d'être partagé dans le Kanban. Contexte aussi, quoi. C'est ça. Si tu prends par exemple des équipes qui vont être plus ops, qui vont avoir tendance à travailler beaucoup en mode ticket, tu vois. Ouais. Du coup, à faire du Kanban un peu par design, en fait, qui n'ont pas tellement le choix de faire du Scrum ou du Kanban, ils sont obligés de faire du stream. C'est pareil, mais après, ouais, sur le fond, je suis assez d'accord, je pense que c'est peut-être plus facile en général de pivoter, une fois que tu as connu la rigueur de Scrum, etc., d'aller sur du Kanban qui est peut-être un poil plus flex que l'inverse où il y a peut-être plus de réticence. Je sais pas, ça dépend sûrement des équipes et des gens. J'ai jamais fait la transition de Kanban vers Scrum. Le Scrum vers Kanban, c'était une bénédiction pour moi la première fois. Oh là là. Eye-opening. Très bien. Alors, de mon côté, ma problématique actuelle, c'est une problématique qui est très actuelle et même saisonnière, je dirais. C'est le retour de vacances, et en particulier quand plus ou moins tout le monde était en vacances en même temps, mais sauf quelques personnes. C'est toujours intéressant de se poser la question du regain du situation awareness, j'appelais ça comme ça en français, on peut dire la conscience de la situation, mais c'est pas, il y a une page Wikipédia sur situation awareness, mais il y en a pas en français par exemple, tu vois. Mais quand je suis rentré de vacances mardi, j'ai vu que voilà, déjà lundi, j'avais loupé le lundi, c'était férié en Angleterre, j'avais loupé le lundi, et du coup il y a déjà eu un petit agrégat d'informations qui s'est fait sans moi le lundi, et moi je suis arrivé mardi, wow, on en est où quoi, et du coup j'avais besoin de savoir où on en était, et comme mes équipes travaillent sur plusieurs sujets en même temps, j'ai plusieurs petites équipes qui travaillent sur plusieurs sujets en même temps, c'était assez intéressant. Je me suis dit bon, je vais regarder Jira, c'est fait pour ça quand même. Donc, mais bon, Jira, pour trouver pour chaque épique qui est divisé en plusieurs user stories, qui est divisé en plusieurs tâches, qui fait quoi, quel est le delta de chaque truc, est-ce que c'est à jour, il y a trop de tickets, il y a trop de gens, il y a trop de situations, c'est peut-être qu'on n'utilise pas Jira assez bien, ou je sais pas, mais c'était pas suffisant, c'était bien mais pas suffisant. Et du coup, je me suis dit, attends, accepte, t'es un manager, accepte de poser des questions quand même et de demander et de dire que t'es paumé. C'est pas grave, personne t'en voudra. Donc j'ai passé un message sur Slack, là où il y a toute l'équipe. Et du coup, j'ai mis bonjour, je suis paumé, je reviens de vacances. Où on en est? Et du coup, j'ai pris toutes les épiques sur lesquelles on travaille, toutes les équipes qui sont sur le board en fait. Et j'ai mis un message par épique. Et j'ai dit aux gens, mettez une réaction emoji qui fait coucou si vous travaillez dessus de près ou de loin,
Et puis peut-être, dans le meilleur des cas, ouvrez un thread et mettez un message pour mettre juste une phrase ou deux pour dire où ça en est, quoi, quel est le dernier statut. Et voilà. Et en fait, ça a super bien marché, les gens ont vachement joué le jeu. Et en plus, dans le Slack channel où j'ai mis le message, il n'y a pas que des gens de mon équipe, il y a aussi des gens qui... Il y a des stakeholders, il y a d'autres managers, il y a des gens d'autres équipes qui sont juste là pour pêcher de l'information et qui m'ont envoyé des messages en disant super bien, je savais pas qu'on travaillait sur ça, je savais pas qu'il y avait ça, je savais pas que ça en était à tel état d'avancement, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que en fait, c'est pas mal comme truc. Ça avait l'air un peu archaïque, j'avais un peu honte de le faire au début. Et en fait, derrière, je me suis rendu compte que, en termes d'outils de communication asynchrone, c'est pas mal. Et en plus, les gens qui vont rentrer de vacances tout le reste de la semaine et même début de semaine prochaine, ils auront encore de la donnée à peu près fraîche. Et en tout cas, une photographie, un snapshot de l'avancement global à un instant T. Et c'est pas mal. Alors, effectivement, il y a sûrement des outils pour faire ça de façon un peu plus automatisée. Mais voilà, si vous êtes vraiment paumé, n'hésitez pas à demander une snapshot. En vrai, ça demande... Quand les demandes comme ça, tu vois, t'as le risque de multiplier, en fait. C'est que si... On dit souvent que c'est facile de poser une question toute simple, et derrière, la personne, ça va aller prendre une demi-heure pour répondre. Du coup, ça, c'est pas cool. Surtout si tu le fais avec plusieurs personnes en même temps. Mais là, en l'occurrence, c'est moi qui produis beaucoup d'efforts pour tout... Pour faire tout le message et récupérer toutes les données. Et ensuite, les gens, ça leur demande juste de mettre un petit emoji et éventuellement de mettre quelques mots en disant oui, c'est prêt à shipper, ou c'est en hold, ou on attend les designs, ou je sais pas quoi. Et voilà, donc pensez-y. Est-ce que tu as eu le même problème, Pierre ? Est-ce que tu as eu des solutions par rapport à ça ? Oui, j'ai ajouté sur Slack les têtes de toutes les personnes de mon équipe. Donc quand du coup quelqu'un s'assigne sur un ticket, il commente en mettant sa tête. Et figure-toi que j'ai pensé à exactement la même chose cette semaine. Je me suis dit, attends, il y a Jira pour ça. Mais du coup, ça paraît tout bête, mais quand quelqu'un prend le ticket, t'as pas besoin d'aller foutre ton curseur pour dire qui a mis le plus, ou genre le truc qui fait je regarde, t'as directement la petite tête de la personne, donc ça, c'est nickel. Et aussi, ce qu'on a nous, c'est on a un channel qui est en fait juste un Jira feedback. Je crois que ça s'appelle. Et en fait, c'est simplement quand certaines tâches sont bougées à Done, uniquement, je crois, les stories, ça apparaît. Donc, parfois, on a des gens qui répondent directement dessus. Ops, sales, enfin, des personnes qui touchent pas à l'engineering directement et qui disent, oh, cool, super, j'attendais ça, machin, je vois que c'est, quand est-ce qu'on peut l'avoir? Du coup, on répond, on dit, voilà, ce sera prochaine release dans une semaine ou dans 2 jours, ou voilà. Et du coup, les gens disent, super, cool, super que vous ayez, que ce soit en place ou des choses comme ça. Donc, ouais, c'est assez bien. Le truc, c'est juste trouver le juste milieu entre assez d'infos pour que les gens ça les intéresse et qu'ils puissent communiquer et peut-être avoir des bonnes idées pour l'entreprise, et en même temps pas trop, parce que sinon les gens arrêtent de le regarder et ils mutent les channels ou n'y vont plus. Donc je trouve le plus difficile, c'est de trouver le juste milieu. Ouais, c'est toujours le même problème, quoi. Trop de bruit tue l'information, quoi. C'est ça, exactement. Passons aux outils de l'épisode, et du coup je vais faire une habile transition parce que j'ai un peu botté en touche aujourd'hui, j'avoue. Clairement, entre le dernier épisode et celui-là, il y a eu 2 semaines de vacances. J'ai pas vraiment innové beaucoup, quoique aujourd'hui j'ai trouvé déjà mon outil pour le mois prochain. Mais ouais, j'ai botté en touche. Finalement, mon outil de l'épisode, c'est juste la division ou la non-division des messages sur Slack. En gros, comment, sur Slack ou sur Teams, ou peu importe la messagerie instantanée que vous utilisez, si vous n'en utilisez pas, dites-nous comment vous faites. Mais c'est l'idée de découper en petits morceaux des messages, ou alors finalement de tout mettre en même temps. Je m'explique. Ça nous arrive souvent, et ça demande une certaine discipline et une habitude de la part d'un peu tout le monde, mais c'est extrêmement efficace. Ça nous arrive, par exemple, ce que j'ai fait moi pour récupérer des infos sur ce qui se passait. C'est simplement, plutôt que de mettre un gros message et ensuite tout le monde répond dans le channel et tout, et on sait plus ce qui est lié à quoi et tout. En plus, ça envoie des notifications à tous ceux qui sont dans le channel à chaque fois, donc justement ça crée du bruit. Ce que j'ai fait, c'est simplement, j'ai mis un gros message explicatif et ensuite un message par ticket, ce qui permet que
sur chaque message individuellement. Les gens peuvent rajouter des emojis en réaction et en plus ouvrir un thread en dessous qui va être du coup qui va permettre seulement aux gens qui sont intéressés par ça de réagir. Ça fait que si les gens commentent dans ce thread là, finalement ça va juste envoyer une notification à 1-2 personnes. Ça permet comme ça d'éviter du bruit pour tous ceux qui ne sont pas concernés, mais en même temps de souligner l'information pour ceux qui sont concernés. Donc les threads et les messages un peu plus divisés, c'est un peu la vie, je trouve. On n'y pense peut-être pas assez parce que c'est assez contre-intuitif. On a tendance à dire plutôt l'inverse. Je me rappelle quand je suis arrivé à Swissborg, les guidelines dans Slack, elles disent spécifiquement si vous avez des trucs à dire sur Slack, essayez de tout mettre dans un seul message, essayez de faire en sorte qu'il soit lisible, peut-être si ça fait plus de 2-3 lignes, mais un peu de gras, etc., histoire qu'on puisse le lire vite, plutôt que d'envoyer 3-4 messages où tu sais pas si la personne elle a fini, tu réponds, en fait il y a un autre message qui arrive après et tout, c'est galère. Et voilà, soyez efficaces et bundlez, empaquez vos messages en une seule fois. Mais en fait, aussi contre-intuitif que ça puisse être, diviser les messages, dans certains cas, ça peut être extrêmement utile. Ouais. Je serais honnêtement pas étonné si avant la fin de l'année Slack sortait justement une feature qui permettait d'avoir plusieurs threads par message. Waouh. Tu veux dire qu'il y a un système de ça créer un arbre de discussion et tout? Exactement. Et je serais même prêt à mettre une pièce que ça sortira avant la fin 2022. Mais bon, on verra. Mais ouais. Oh waouh. Waouh. Oh waouh. Alors, en parlant de communication asynchrone, parle-nous un peu de ton outil. Tiens. Alors, aujourd'hui, donc moi, je vais parler de Cassette App. Alors, je ne l'ai pas encore utilisé. Je suis tombé dessus. D'ailleurs, je crois que c'est sur LinkedIn. J'ai directement été contacté par du guérilla marketing. Le classique. Mais donc du coup, je pense pas que l'application ait encore parlé d'elle. D'ailleurs, quand on tape sur Internet, c'est la croix à la bannière pour le trouver. C'est difficile. Je crois que maintenant, ils ont réussi à avoir leur lien vers l'Apple Store qui était en haut, mais pas le lien vers leur propre site. Ce qui est étrange, mais bon. Alors, qu'est-ce que Cassette? Alors, Cassette App, mais le vrai nom, c'est juste Cassette. Le principe de Cassette, c'est de pouvoir avoir des meetings structurés, asynchrones, pour des teams en remote. Ça paraît plutôt génial actuellement avec le Covid et les restrictions de work from home. L'idée, en fait, c'est vraiment qu'à la place d'avoir en fait une conversation où c'est des messages qui s'enchaînent, là, en fait, c'est des messages audio. On m'a dit comme ça paraît pas super. L'application est pas encore intégrée sur Slack ni quoi que ce soit, mais j'imagine que ça va arriver. Le gros avantage, c'est que vous pouvez en fait avoir un daily scrum où tout le monde en fait fait son daily scrum en asynchrone. Ça vous permet aussi d'avoir des conversations directement qui sont du coup plus vivantes puisque les gens parlent. Il y a beaucoup d'avantages et je suis un peu triste de pas y avoir pensé parce que c'est d'une simplicité bête, mais il y a beaucoup d'avantages à ça. Donc évidemment il y a un gain de temps. Voilà, je trouve que des bénéfices, donc je vais commencer à l'utiliser tout doux pour voir ce que ça donne, mais ça va me faire gagner du temps, c'est sûr. Ça m'intrigue pas mal parce que déjà, il y a déjà plus ou moins ça dans Slack, non? Tu peux envoyer des messages audio. Alors tu peux, mais le problème c'est que c'est pas vraiment traité comme une conversation qui se suit en fait. C'est-à-dire tu peux avoir genre un message audio, 3-4 personnes qui répondent, d'autres personnes et tout ça, c'est pas... Ouais. D'accord, ce qui t'intéresse c'est d'avoir que de l'audio. Mais du coup, si tu fais un channel audio stand-up et que t'as 10 personnes qui font un audio de 1 minute, du coup t'as 10 minutes à écouter. Et si tu veux revenir dessus, tu dois réécouter 10 minutes? Potentiellement, ouais. Ouais, ça me rappelle mon père qui m'avait dit que j'étais très jeune à l'époque, il me disait qu'il avait un ami à la fac qui avait une super idée. Il s'est dit, plutôt que de prendre des notes pendant les cours, en amphi, je vais juste tout enregistrer et comme ça ensuite je bosserai ça chez moi. Bah c'est bien, tu vas 8 heures en cours et puis à la fin tu rentres chez toi, tu dois réécouter 8 heures. C'est un petit peu je trouve l'écrit, c'est justement l'avantage, c'est que tu peux ensuite traiter l'information, que c'est pas brut. Non, je suis d'accord là-dessus. C'est pour ça, je pense honnêtement que là, le produit vient de sortir et je sais même pas s'il sera viable dans le temps. Mais en tout cas, je pense qu'ils peuvent aller loin parce que, évidemment, là, c'est juste de l'audio. Mais on peut très facilement imaginer qu'au bout d'un moment, ils peuvent avoir un transcript qui est fait de l'audio. Bien sûr.
ce genre de choses. Donc je pense que ça va bien marcher. Après, ce que je trouve vraiment bien, je vous invite à aller faire un petit tour vite fait pour voir l'UI et l'UX qu'ils ont fait. Mais ce qui est intéressant, par exemple, c'est que pour le Daily Scrum, ils ont un système où en fait ils posent les 3 questions. Tu cliques sur la question, tu y réponds. Ensuite, tu passes à la suivante, tu y réponds. Donc en fait, c'est pas juste même si c'est 1 minute, c'est 1 minute qui correspond à une question précise ou un sujet précis. C'est pas juste quelqu'un qui déblate pendant 1 minute sur un sujet random et tu sais pas de quoi ça parle. Là, c'est vraiment en fait donner, tu réponds en fait à une question ou à une problématique précise. Donc tu sais qu'en écoutant cet audio-là, ça correspond à ça. Donc même si par exemple tu as une réunion d'1 heure, enfin tu auras eu l'équivalent d'une réunion d'1 heure, peut-être qu'en réalité il y a que 6 questions à l'ordre du jour et tu peux y répondre comme ça directement. Donc voilà, ça peut être intéressant. Un cas de figure, par exemple, auquel je peux penser, c'est si jamais on fait, si par exemple je fais un amas avec mes collègues, je leur demande de me poser des questions, je peux y répondre directement avec ça, ils peuvent directement aller au point, plutôt que de devoir lire pléthore de textes, ce qui va peut-être les faire chier. Donc là, si je réponds 30 secondes à chaque question, ils peuvent sauter dessus, écouter et voilà, prendre ce qu'ils ont besoin, quoi. Ah, cool, c'est intriguant en tout cas à suivre. Effectivement, il y a du potentiel. Je suis sceptique sur le début, mais c'est comme ça les startups. Hein. On tente plein de trucs à l'arrache et puis au fur et à mesure on raffine et c'est ça. Et à la fin on a un truc utilisable. Mais ouais, carrément, je réfléchirai à s'il y a moyen d'intégrer ça ou de tester ça. Et il est maintenant temps de conclure cette émission nomade pour moi. Du coup, on espère que ça vous aura plu et qu'on s'est donné du mal pour quelque chose, qu'on vous a appris quelque chose et que vous allez pouvoir tenir vos bonnes résolutions grâce aux méthodes agiles ou pas. Avant de finir, Pierre, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver ? Comme toujours, chez moi, au pub, mais surtout chez moi en ce moment. Et pour toi, Julien ? Eh bien, moi, vous me trouverez à Lisbonne en ce moment. Passez faire un petit coucou et offrez-moi une Superboc, Superboc Stout, plutôt. Ça me rappellera la Guinness de mon Angleterre adoptive. Et sinon, virtuellement, vous me trouverez sur julien.deret.fr. Retrouvez tous mes liens et mes projets. Merci d'avoir écouté Agiliste. Si l'émission vous a plu, on vous invite à nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts, Spotify, toute autre plateforme. Et en attendant, on vous retrouve le mois prochain pour notre premier épisode interview. On espère que ça vous plaira. À la prochaine, Pierre. Merci, salut tout le monde, salut Julien.